Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est jour de rentrée pour notre émission de débat, c'est politique. Alors que continuent de s'égrener les comptes et mécomptes de la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. 4 années après ce mois d'octobre 2016, où tout a commencé par des revendications corporatistes. Depuis lors, tout a dégénéré. Entre-temps, le grand dialogue national est passé par là pour sceller la paix. Un an après le GDN, un constat saute aux yeux. Le projet séparatiste a échoué. Pouvait-il d'ailleurs en être autrement face à l'armée camerounaise, l'une des meilleures en Afrique? La bataille était perdue d'avance. Mais si l'aventure séparatiste a fait long feu, si l'on a gagné la guerre, a-t-on déjà pour autant gagné la paix? D'où l'intérêt de consolider la dynamique actuelle. C'est la question centrale et la trame de cette émission de C'est politique. Les invités annoncés sont déjà des nôtres. Nous allons les découvrir dans ce sujet. L'affiche de C'est politique, une signature d'Étienne Pascal Azed. Administrateur civil principal hors échelle à la retraite, ce natif du Mbaminoubou connaît bien les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. David Aboué Machoyi a été gouverneur dans ces deux régions. Il était l'un des vice-présidents de la sous-commission sur la décentralisation lors du Grand Dialogue national. Ancien ministre, ancien secrétaire général à la présidence de la République. Il est depuis avril 2017 membre de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Maître Achou Julius Ngoutabe est avocat au barreau du Cameroun et ancien trésorier de l'ordre des avocats. Il est militant du RDPC à la sous-section 5 de Douala 4 dans l'Ovouri. Maître Achou est ancien député suppléant. Il est aussi chef de bloc à Sodiko 2 à Bonaberi. C'est une preuve vivante du vivre ensemble au Cameroun. Théophile Yimgang Moyo est habitué des plateaux de télévision. Son visage est bien connu dans les arcanes politiques depuis l'avènement du multipartisme au Cameroun dans les années 90. Après avoir longtemps cheminé avec l'UDC d'Adamounda Mjoya, il a changé de trajectoire en lançant son propre parti politique, le Mouvement citoyen. Il prône une opposition républicaine. Le professeur Blaise Alfred Ngando est agrégé d'histoire du droit. Major du concours d'agrégation CAMES en 2013, il est auteur de plusieurs publications, dont la plus récente est Genèse de l'État et du droit au Cameroun entre 1472 et 1961. Le professeur Ngando est par ailleurs avocat au barreau des Hauts-de-Seine France et du Cameroun. Il est le directeur du Centre des ressources documentaires de la Faculté des sciences juridiques et politiques à l'Université de Yaoundé 2-Soie. L'affiche affiche désormais complet. Bon débat. Il me plaît donc de vous souhaiter la bienvenue, chers messieurs. Je voudrais commencer par Maître Julius Achou, qui nous fait l'amitié de venir de Douala. Vous êtes arrivé en fin de journée, juste pour cette émission de C'est politique. Bonsoir et bienvenue. Good evening, Mr. Behina. I'm very privileged to be here today. And I want to thank you for having invited me to participate in this very enriching program. I'm very blessed to meet His Excellency the Minister, Aboué Machoyi, who I've known and venerated for so long, and as well as the senior citizens which are sitting beside me. Good evening to you all, and good evening to Cameroon. Vous parlez avec beaucoup d'entrain. C'est dire que vous avez déjà digéré votre échec. On l'a dit, vous êtes ancien député suppléant. Vous avez tenté votre chance dans la course au régional, dans la très disputée circonscription du Vouri. Pour 30 sièges, il y avait pas moins de 193 candidats du RDPC en lice. Malheureusement pour vous, vous n'avez pas été sélectionné. Well, you know, it is usually said, many are called but few are chosen. Yes. And if today you are not chosen amongst those who are called, it means someday your turn will come. I postulated, I deposited all my documents that was necessary. I was very interested in being a member of the regional council in the littoral, where I've spent 32 years of my life, when I believe that is my home. And well, things didn't go the way I expected. But as a Republican and a fervent militant of the CPDM party, I bow to the decision of the party and I wait for my turn. I know it will come one day. Vous n'êtes pas de ceux qui
vont tenter la discipline du parti pour passer devant ce redoutable conseil de discipline du parti. C'est tant mieux. Je voudrais souhaiter la bienvenue au président Yimgeng Moyo, le président du Moussi. Bon, vous aussi, votre parti est non partant pour les régionales. C'est presque logique puisque vous étiez non partant pour les municipales. Ça fait quand même un moment que vous êtes non partant. Après votre candidature avortée la dernière fois à la présidentielle, vous êtes arrivé à la dernière heure, vous brandissiez d'ailleurs votre argent, votre cautionnement, mais ça fait un moment quand même, président. Je dois d'abord dire bonsoir à tous les Camerounais. Bonsoir au professeur Aboué Matchoyi, quelqu'un que j'apprécie beaucoup depuis longtemps. Je suis toujours très heureux de le retrouver. On va constituer le fan club alors. Oui, bien sûr. Nous sommes nombreux. Je voudrais avoir aussi une pensée pour Eboalotine. Aujourd'hui, c'est le jour anniversaire. De sa mort il y a 23 ans. Il y a 23 ans. On a suivi le sujet de Serge Atanabiso il y a quelques minutes. C'est quelqu'un que j'ai connu personnellement et que j'appréciais beaucoup et qui m'a encouragé dans tout ce que je faisais. Pour ce qui est de la politique, c'est vrai que, en partie, c'est depuis 2010. Nous avons été parmi les premiers à lutter pour qu'il y ait des conditions plus transparentes pour les élections. Nous étions au boulevard du 20 mai dans la rue avec tous les autres. Et les avant-dernières élections, j'ai essayé de me présenter et j'ai compris que c'était difficile parce que... Donc vous attendez le prochain tour, les prochaines élections? J'espère que les conditions seront meilleures. Just wait and see. Je voudrais à présent accueillir une figure qui est donc admirée sur ce plateau. Vous l'avez suivi en direct et de l'autre côté de l'écran, par des milliers, voire des millions de téléspectateurs, le ministre Aboué Matchoyi. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Aimé Robert, bonsoir aux Camerounais, bonsoir aux téléspectateurs. Vous êtes invité ce soir comme expert en décentralisation, mais on ne va pas se le cacher, il y a également un dédoublement fonctionnel puisque vous êtes donc membre de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. On rappelle quand même que c'est l'un des premiers instruments mis en place par le chef de l'État dans le cadre des réponses multiples qu'il aura apportées jusque-là à cette crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Si on vous demandait, monsieur le ministre, ce qui pète aujourd'hui comme votre plus beau souvenir, comme fait d'armes, comme satisfaction du travail que vous faites à la Commission à ce jour? Je parlerai plutôt de plus beau souvenir que de fait d'armes, parce que mon plus beau souvenir, c'est lorsque nous nous sommes rendus à Buea et à Bamenda pour écouter les populations qui se sont ouvertes à nous, qui ont voulu passer des messages, et nous nous sommes rendus compte que non seulement ils voulaient passer un message, mais il y avait des attentes. Et nous nous sommes fait le devoir de transmettre fidèlement leur message au président de la République, même si tout n'a pas été rendu public, mais nous avons transmis fidèlement leur message et leurs suggestions. Et j'étais content de constater que beaucoup d'entre elles n'ont pas encore... ont été... il y a eu des réponses à beaucoup d'entre elles, mais c'est un processus et on ne peut pas avoir réponse à tout immédiatement. On en parlera au demeurant tout au long de cette émission. Je voudrais donc souhaiter la bienvenue au professeur Alfred Ngando. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Du fait de la pandémie du Covid-19, vous avez été retenu en Europe pendant de longs mois. Nous sommes heureux de vous accueillir, mais vous n'êtes pas venu les bras ballants. Vous êtes arrivé avec un ouvrage d'une brûlante actualité, Genèse de l'État et du droit au Cameroun, 1472-1961, où vous plongez quasiment dans ce qu'il est convenu d'appeler les racines juridiques et anthropologiques du Cameroun.
Tout à fait. Alors, je tiens d'abord à vous remercier, Aimé Robert Bidina, parce que la dernière fois nous nous sommes vus, c'était effectivement sur ce plateau dans le cadre du Grand Dialogue National. Et je crois que vous m'avez fait l'amitié de m'inviter dans le cadre de cette émission pour que j'y apporte ma contribution. Et bien, à la suite de quoi j'ai dû, évidemment, j'étais dans une période où j'étais en train effectivement de rédiger cet ouvrage et j'ai dû partir, évidemment, pour le sortir. Et bon, les événements, vous les connaissez, retenus en Europe par ce Covid, dont je l'ai achevé l'ouvrage. Et évidemment, l'ouvrage arrive à un moment, un ouvrage d'ailleurs que je prépare depuis 20 ans, il arrive à un moment où le Cameroun traverse une situation un peu particulière. J'ai tenu en tant qu'historien du droit à apporter ma contribution, n'est-ce pas, pour consolider la paix et les institutions, n'est-ce pas, de ce pays. Donc je profite de ma présence ici donc pour saluer les invités et saluer les Camerounais, souhaiter une bonne rentrée à nos enfants qui ont repris l'école hier et surtout aussi les Camerounais de la diaspora où j'ai passé quand même un bout de temps. Voilà. Merci, vous faites bien de parler de la rentrée, c'était l'événement du jour au Cameroun hier, un grand moment de la vie nationale et qui revêt une portée particulière en cette année du fait des enjeux, du fait des défis. Il y a bien sûr ces défis sécuritaires dans le nord-ouest, le sud-ouest, dans une certaine mesure à l'extrême nord, mais il y a surtout également ces défis sanitaires. Du coup, ce n'était pas donné de retour à l'école, tout comme il n'était pas donné de sauver l'année scolaire, comme le gouvernement de la République du Cameroun l'a fait. Pour nous, c'est le coup politique de la semaine, un sujet de Séverin Alégambélé. À l'observation des faits, le Cameroun a soutenu les efforts internationaux pour contrer la propagation rapide de la pandémie de Covid-19. Sur instruction du président de la République, le gouvernement a pris des mesures restrictives sur les regroupements et les déplacements des populations. Ces mesures, édictées le 18 mars 2020, incluant la fermeture de tous les établissements scolaires et universitaires, ont affecté malheureusement la scolarisation de près de 7 200 000 élèves et étudiants. Mais très vite, le gouvernement s'est rendu compte de l'impact du Covid-19 sur le secteur de l'éducation et de la formation. Par conséquent, dans l'élaboration du plan national de riposte contre la maladie à coronavirus, des passerelles ont été trouvées. Avec le concours de tous les partenaires, des mécanismes sont mis en place pour assurer dès le 1er juin l'achèvement de l'année scolaire 2019-2020, l'organisation des examens de fin d'année et la préparation de la réouverture des établissements dans un environnement sanitaire sûr et protecteur. En ces débuts du mois d'octobre, on vit, à quelques exceptions près, la reprise des classes à travers le pays. Justement parce que le plan de riposte gouvernemental contre l'impact du Covid-19 sur le système éducatif a apporté la preuve de son efficacité. On peut donc, avec une bonne humeur communicative, une certaine vivacité, assurer la continuité de l'enseignement de base. Nous pouvons dire que pour y arriver, ce que nous avons déjà eu à faire après la rentrée du 10 juin, a été déjà une démarche tout à fait positive. Il s'agit aujourd'hui de l'amplifier et à cela, le budget spécial Covid qui nous a été donné par le président de la République va nous aider à continuer. Les partenaires au développement sont avec nous. Le chef de l'État a mis sur pied le compte d'affectation spéciale pour lutter contre le Covid-19. Dans ce compte-là, nous avons le ministère de l'Enseignement supérieur et plus précisément les universités d'État ont reçu 6 milliards de francs CFA. Parmi les 6 milliards figure la dotation concernant la bande passante. La bande passante est extrêmement importante pour l'interconnexion des universités entre elles. La détermination de l'État du Cameroun s'accompagne d'un indicateur physique. Des manuels scolaires gratuits pour les deux sous-systèmes éducatifs, anglophones et francophones. Et comme le souligne le porte-parole du gouvernement, le ministre René Emmanuel Sadi, ce sont là des indices qui ne trompent pas sur la mobilisation efficiente optimale des responsables des différents corps de l'éducation, en vue d'une reprise des classes sécurisées, non seulement pour les élèves et les étudiants, mais également pour le corps enseignant.
rappelons-le, ce n'était pas donné de sauver la dernière année scolaire et puis donc de lancer cette nouvelle année scolaire dans un contexte africain où certains pays africains, tout au moins, ont dû se résoudre à une année blanche, pendant que d'autres continuent de différer la rentrée scolaire depuis l'interruption quasi mondiale des classes au mois de mars dernier. Alors, qui dit rentrée scolaire au Cameroun, dans le contexte actuel, braque d'abord les regards vers les régions du nord-ouest et du sud-ouest, où la rentrée est effective depuis hier. On va voir en tableau le nombre d'élèves attendus dans la région du nord-ouest, dans le secteur de l'éducation de base. C'est 422 000 élèves qui sont attendus. 36 614 élèves attendus dans le secteur de l'enseignement secondaire dans la région du nord-ouest, alors que dans le sud-ouest, 190 437 élèves sont attendus dans le secteur de l'éducation de base et 70 000 élèves sont attendus dans le secteur de l'enseignement secondaire. Voilà donc pour le nombre d'élèves attendus dans le nord-ouest et le sud-ouest. Selon nos informations relayées par nos correspondants du nord-ouest et du sud-ouest, c'est la meilleure année scolaire qu'on ait jamais eue depuis 4 années, depuis qu'il y a ce complot contre l'école dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je voudrais prendre les échos que vous avez, Maître Julius Achou. Vous êtes en contact quasi quotidien avec un certain nombre d'acteurs sociaux de ce côté. Quels sont les retours que vous avez? Well, the first thing I understand and I've noticed this year is that they're saying that you can deceive all the people all the time, or you can deceive some of the people all the time, but you cannot deceive all the people all the time. It's happening. You know, when this crisis came up 4 years ago, it developed into some sort of using children as some sort of a shield to fight a political war or a political-based war. And students were forbidden or disturbed or blocked from going to school despite their urge or their want to continue education. At first, some parents adhered to this. Let's be very fair. Let's say the truth. Some parents accepted what was happening and decided to keep their kids at home. But they've come to realize that this thing is senseless. It was useless to stop kids from going to school, because if you keep a child, if you stop a child from not going to school, not only are you committing an offense against the state, you are bringing that child into a state of, it is a state where you yourself will be incapable of controlling that child at a certain age. So they have realized not only it has caused a mass exodus from the crisis zone to the zones where there's relative peace, it has caused a stir in the industry, education industry, because let me tell you, education was one of the biggest industries in the north and southwest regions, because it had this atmosphere of peace, tranquility, before the coming of these issues that have been bugging the two regions since 2016. As of date, parents have decided to send their kids to school. But what I notice is that in the metropolis like Bamenda and some towns around, there's relative attendance to school. In the areas like in the Donga Mantum, going to school is a full-time job, because the guys there have decided not to listen to the sellers of those who think that they can cut this country into two by the usage of arms. And their schools are going on normally, to the best of my knowledge. You know, there are certain areas where there's just this scare, because you know what those guys who stop kids from going to school have been using is the fear factor. As they use this fear factor, it's not easy for everybody to overcome this fear. So it's going to take some time. As you said before, it is easy to win the war, but it's going to take some time to win the peace. So we are in that process of the peace, because I strongly believe that those who took up arms to fight what they call a secessionist war are no longer on the ground. Those on the ground are a few riffraffs or thugs, I can call them thugs, who are there to disturb the population. And the population is now much aware that
what they are facing is not the politics of secession any longer, but the politics of thieves who are ravaging their pockets. So the population is bent on sending their kids to school. And you should understand that what happens now is if those guys attempt to disturb kids from going to school, it is the population that gets them and hands them over to the forces of law and order. So it means there's some sort of people coming back to their senses. You can't deceive them all the time. Alors, Monsieur le ministre, il y a eu il y a quelques semaines des appels même de certains leaders séparatistes qui, comme dans un repentir, ont appelé à favoriser le retour à l'école. Et on peut quand même le saluer, qu'ils aient enfin compris. Oui, je crois que c'est une très bonne nouvelle qu'il y ait eu ces appels-là. Je crois que le fait de ne pas envoyer les enfants à l'école était utilisé comme un moyen de pression sur le gouvernement. Parce qu'on sait que le gouvernement ne peut pas laisser des centaines de milliers d'élèves sans éducation. Alors, maintenant, je crois que les gens sont revenus au pragmatisme pour voir que ce moyen-là ne fonctionne pas et qu'il faut laisser les enfants aller à l'école parce que la plus grande richesse d'un pays, c'est son capital humain. Maintenant, au-delà du fait que, et là tout le monde est d'accord, cette année c'est la meilleure des 3 ou 4 dernières années. Mais il y a encore des enfants retenus. Malheureusement, il y a des milliers d'enfants qui sont encore empêchés d'aller à l'école. Je crois qu'il faudrait que l'État puisse réfléchir. Parce que des enfants qui pendant 4 ans ne sont pas allés à l'école, c'est un problème. Nous avons vu ici pendant 6 mois. Moi, je suis grand-père et j'ai vu comment mes enfants se comportent. Seulement après 6 mois. Combien de fois après 36 mois? Je crois qu'il faut que les ministères chargés de l'éducation réfléchissent à cette question. Ensuite, il y a le fait que nous avons 3 ou 4 générations d'enfants qui ne sont pas allés à l'école. Alors, ils vont tous se retrouver en année 1 ou année 2 de l'école primaire. Comment est-ce qu'on va faire? En plus, il y a cette question des filles-mères. Parce qu'il y a eu des centaines de filles qui ont accouché à 14, 15, 16 ans. Est-ce que certaines après un viol. Exactement. Comme vous le dites. Est-ce que ces filles-là doivent être condamnées, ne plus aller à l'école et tout ça. Et puis il y a tous ces enfants qu'on a saisis de force, qu'on a emmenés en brousse, maître Doucet, qu'on a habitués à la drogue, qui prennent de la drogue même pour aller utiliser les armes. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Je crois qu'il faudrait que le gouvernement puisse réfléchir et, si possible, mettre en place une action spéciale pour que, maintenant que l'école reprend dans ces 2 régions, qu'on voit comment sauver l'éducation de tous ceux qui, pendant 3 ou 4 ans, n'ont pas pu avoir droit à une éducation normale. Alors, je vais poser la question à un enseignant. Qu'est-ce qu'on ferait dans ce scénario? Voici un enfant, effectivement, qui a été empêché d'amorcer, on va dire, sa classe de seconde en 2016. Il était déjà d'ailleurs en classe de seconde. La rentrée, elle venait de passer avec beaucoup d'enthousiasme. Il venait d'avoir son GCO level. Il était heureux d'être en seconde. Il était plein de projets. Et puis voilà, au mois de novembre, la grève a commencé. 1 mois, on pensait que ça durerait 1 mois, puis 2 mois, puis 3 mois, puis 4 mois. Et puis 4 ans. Cet enfant qui a habité par une hargne de repartir, comme le ministre le dit, quels sont les mécanismes, quelles sont les modalités pour que 4 ans après, ils repartent en seconde? Ça se passe comment? Je pense, M. Bina, que c'est l'une des questions qui seront aussi peut-être envisagées tout à l'heure, parce que lorsque vous parlez de reconstruction, la reconstruction, c'est pas simplement la reconstruction des bâtiments, c'est pas seulement la reconstruction, je vais dire, des investissements, mais l'investissement est d'abord humain, c'est l'éducation. Donc je pense que Monsieur le ministre vient de le dire tout à l'heure, je crois qu'il faut que le gouvernement, n'est-ce pas, du Cameroun prenne des mesures, je crois, spéciales pour redonner
confiance à ces enfants que, en réalité, ils ne sont pour rien dans ce conflit déclenché en fin 2016 et que il faut peut-être, je sais pas, un certain nombre de mesures pour accélérer leur prise en charge, n'est-ce pas, qui est hypothéquée depuis pratiquement 2016. Je crois que le gouvernement, sans doute, est en train de prendre des dispositions dans ce sens maintenant que la situation est en train de revenir un peu à celle d'avant 2016. Et on se réjouit d'ailleurs que depuis à peu près l'année 2019, qui a été un tournant lorsque on a appelé au dialogue, on en constate progressivement, c'est peut-être pour certains pas beaucoup, mais j'ai vu un changement symbolique, n'est-ce pas, dans ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui comme étant des résultats qui permettent que dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, n'est-ce pas, la confiance revienne et que les enfants puissent aller à l'école. Alors, au-delà de la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il y a l'ensemble du Cameroun qui aborde une nouvelle année scolaire dans un contexte de crise sanitaire avec des réaménagements auxquels il va falloir s'habituer, le système des mi-temps, le quota d'heures qui passe de 40 heures à 25 heures par semaine, la troisième mi-temps, pour ainsi dire, qui est introduite à travers le e-learning pour pouvoir justement compléter le déficit en couverture, en présentiel des heures de cours pour pouvoir couvrir l'ensemble du programme scolaire. C'est des défis immenses pour l'ensemble de la communauté éducative. Avant d'interpeller le président Yimgeng Moyo sur le sursaut collectif qui est nécessaire, je voulais quand même rappeler que les résultats des examens officiels en 2020 n'ont pas été à la joie. Il y a eu, n'ont pas été à la joie, il y a eu de fortes baisses, on va le voir en tableau. Par exemple, le DC Advanced Level, c'était un taux de réussite de 69%, le DC Advanced Level qui s'en sort d'ailleurs assez bien, en dépit d'une baisse d'environ 8 points par rapport à l'année dernière. Le DC O-Level qui s'en sort également relativement bien avec un taux de réussite de 64%, une baisse de 3% en 2000, par rapport à 2019. Mais alors c'est dans le sous-système francophone que la préoccupation elle est patente. Baccalauréat général, 47% de taux de réussite contre 60% l'année dernière, une baisse de 13%. Le probatoire, c'était la plongée, 31% seulement de taux de réussite contre 43% l'année dernière. Le BPC, 60% de taux de réussite contre 73% l'année dernière. On voit que les résultats ont piqué du nez en cette année 2020. Certes, on a sauvé l'essentiel, mais comment est-ce que la communauté éducative, président Yimgeng Moyo, comme parents, comme enseignants, comment on se mobilise pour ne pas seulement regarder à ce que le gouvernement fait, tous les acteurs, pour que en 2021, lors de la session des examens en 2021, que les tableaux n'affichent pas d'aussi mauvais résultats? Je pense pour ma part que, comme le dit un proverbe, le temps perdu ne se rattrape jamais. Il faut des efforts surhumains, il faut des efforts supplémentaires de la part de toute la communauté nationale pour pouvoir essayer de rattraper quelque chose. Je dois aussi dire que ces résultats qui ont été affichés là ne m'inquiètent pas beaucoup. Ça montre aussi que les enseignants ont été sérieux. Parce qu'en d'autres temps, on aurait pu avoir des résultats plus larges, mais moins crédibles. Ça renforce la crédibilité des enseignants dans notre pays. Je pense qu'on se comprend. Vous savez, on a parlé du secondaire, mais il faut parler aussi des universités. Les universités sont dans la même situation. Il y a eu trop de pertes de déchets en milieu universitaire. Mais cela est dû, dans les régions du Cameroun oriental, à cette pandémie du Covid. Je pense parce qu'ici, il n'y a pas de guerre. Mais là, j'aurais une petite critique, malgré tout ce que j'ai dit tout à l'heure, à faire aux enseignants. Il y a beaucoup d'enseignants qui n'ont pas traversé cette pandémie avec courage et avec la volonté d'aider la communauté nationale. Beaucoup ont déserté l'enseignement, laissant les étudiants à l'air libre, si on peut s'exprimer ainsi.
Donc l'État se doit, à mon humble avis, de prendre des dispositions. Il y a l'État, il y a la communauté éducative. Oui, je dis l'État. J'ai déjà dit que les différences de la communauté éducative. Mais c'est quand même l'État en dernier ressort qui est en charge de mener la barque de l'enseignement au bon port. Donc l'État, j'ai vu qu'il y a des crédits qui ont été alloués à l'enseignement supérieur pour que l'e-learning puisse se développer mieux, parce que nous ne reviendrons plus en arrière. Il y aura toujours ce système d'enseignement qui va évoluer après les nouvelles technologies. Pour revenir aux régions... Nous sommes quasiment obligés, puisqu'on reste dans Bien sûr. La crise sanitaire continue de dominer toutes les décisions qui sont prises, l'aménagement de l'année scolaire et universitaire. Ce que je veux dire pour les régions du Cameroun occidental, moi je préfère le dire ainsi, parce que c'est le Cameroun. Non, même si ça nous ramène en arrière, je ne pense pas que ça nous ramène en arrière. Ça nous ramène à l'histoire. Et je pense qu'honnêtement, si nous ne revenons pas à l'histoire, il y a tout un pan de la population camerounaise qui ne comprend jamais ce qui est en train de se passer, pourquoi il y a eu la guerre. Ce n'est pas pour rien que ceux que nous avons l'habitude d'appeler, du moins ceux qui nous ont colonisés, ont essayé de mettre un peu à l'écart dans les universités et dans les écoles l'histoire en berne. L'histoire d'une façon générale. Le professeur, il doit pouvoir en dire quelque chose, ce qui veut dire que nous devons réapprendre l'histoire. Donc quand je parle du Cameroun occidental... Oui, c'est un débat, professeur. Oui, c'est un débat que nous avons déjà eu plusieurs fois ici. Mais il faut que les gens comprennent que l'histoire est importante. Bon, ce qui s'est passé... L'histoire inspire... éclaire le présent et l'avenir. Donc, oui, évidemment, sur l'histoire... Là, je suis d'accord avec vous. Oui. L'histoire éclaire le présent et l'avenir. Donc, si le présent est dans l'ombre, c'est qu'il n'y a pas eu appel à l'histoire. Alors, vous concluez sur ce point? Pour conclure, je vais revenir sur le Cameroun occidental. Vous savez, lorsqu'il y a eu le boycott de l'école dans cette zone, il y a eu un doublement des effectifs au Cameroun oriental dans beaucoup d'écoles privées. Et ça a coûté énormément cher aux parents. Donc ça, c'était pour dire que tous n'ont pas suivi le boycott. Et les parents qui n'ont pas eu le moyen de le faire, c'est eux qui se retrouvent aujourd'hui à la traîne. Et ça, c'est une situation qu'il faut revoir, il faut les aider. Comme l'a dit le ministre tout à l'heure, il faut des moyens pour aider ceux qui veulent renvoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils n'ont plus rien. Ils sont démunis. Et l'école, ça coûte cher. Donc, voilà quelque chose que l'État doit faire. Il y a un certain nombre de mécanismes qui sont mis en place justement pour aider. On va en reparler dans la deuxième partie de l'émission avec notamment ce plan présidentiel de reconstruction et de développement du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il y a donc cet événement qui est marqueur dans l'histoire de cette crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, le grand dialogue national, il y a une année, du 30 septembre au 4 octobre. Certains s'en souviennent comme si c'était hier. On va voir dans ce sujet le verbatim. Ils étaient au grand dialogue national. Souvenir. Oswald Medou. D'abord, un coup d'œil dans le rétroviseur. C'était au grand dialogue national, dans un palais des congrès transformé en case à palabres. Les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, et ceux de la diaspora ensemble pour penser une sortie de crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il faut reconstruire les dégâts de la guerre, engranger le processus de développement local de ces deux régions. La réhabilitation des édifices publics ou privés qui ont été détruits par la crise, le soutien aux filières agro-silvopastorales. La reconstruction ne peut avoir lieu qu'à travers le relancement de l'économie. Un an après, le premier bilan de la feuille de route consensuelle de la grand-messe nationale s'impose. Parole aux témoins de l'histoire. Cela a servi quand même à équiper une bonne partie de régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est en parallèle par rapport aux revendications politiques de base. Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, précise que,
La session inaugurale du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du Grand Dialogue national du 3 septembre dernier a pu apprécier quelques mesures majeures prises par le gouvernement depuis la tenue de ces travaux. On devrait également signaler le statut de zone économique sinistrée des régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. Pour Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du PURS, il faut dire que pour les grandes lignes, nous sommes en train d'entrer en plein dans la mise en œuvre de ces recommandations, avec notamment le statut spécial pour les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Si le pouvoir est effectivement transféré aux collectivités territoriales décentralisées, on aura fait un grand pas. Le même optimisme est partagé par le sénateur UPC, Philippe Leke, qui pense que des actions diverses ont été entreprises, comme le plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest, et la loi sur la promotion du bilinguisme. Les revendications corporatistes à la base de la crise ont trouvé un écho favorable au sommet de l'État. Les recommandations que nous avons faites dans notre commission sont entièrement implémentées parce que à l'ENAM, il y a d'abord la section Common Law et même jusqu'à la Cour suprême, que ce soit dans le nord-ouest ou dans le sud-ouest, c'est le Common Law qui sera pratiqué. Mais avec le vaste chantier que cela représente, 365 jours, ce n'est pas assez pour l'implémentation de toutes les recommandations formulées lors du Grand Dialogue national. Même l'administration qui est censée être au devant de l'application de la loi ne l'applique pas encore. Le point de la diaspora qui traîne un peu de pied, mais ce n'est pas très grave, avec la question de la double nationalité qui, de mon point de vue, sera tôt ou tard adoptée. Mais quoi qu'il en soit, le chemin au moment où le compteur de l'histoire marque la première borne du Grand Dialogue national peut justifier une satisfaction légitime, d'autant plus que les fruits sont prometteurs. Et l'on va voir certainement en tableau certaines de ces recommandations qui sont déjà implémentées. On peut énumérer comme cela notamment cette loi du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, qui a donc aussi consacré le statut spécial pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la suppression des postes de délégués du gouvernement, l'allocation de 15% des recettes de l'État au moins aux collectivités territoriales décentralisées. Cela a donc été décidé et contenu dans ce Code général des collectivités territoriales décentralisées. La loi du 24 décembre 2019 sur la promotion des langues officielles et tout récemment encore la convocation des élections régionales prévues donc le 6 décembre prochain. On peut énumérer à l'envi plusieurs de ces recommandations qui ont déjà été mises en œuvre. Monsieur le ministre, pour une administration camerounaise, pour une technostructure administrative dont la célérité n'est pas toujours la première qualité, il faut quand même reconnaître qu'en une année, il y a eu beaucoup d'implémentations. Oui, bon, si la célérité n'est pas une de nos plus grandes qualités, ce n'est pas un compliment. C'est le propre d'une administration qui n'est pas performante. Donc, nous voulons être performants. Et je crois que... En l'occurrence, on a pu voir que... Voilà, je crois que ça a bougé. Exactement. Si nous bougions en tout, comme nous avons bougé après le grand dialogue, je crois que nous serions un peu plus loin. Mais avec votre permission, je voudrais dire un certain nombre de choses. Premièrement, le gouvernement a déclaré de manière officielle que le dialogue est un processus et non un moment, ni un événement. Et donc, le grand dialogue national était un très grand événement, mais ce n'est pas le point terminal. Il ne faut pas qu'on s'imagine que parce qu'il y a eu grand dialogue, il ne faut plus rien faire. Il faut continuer le processus de construction de la paix. Vous avez dit tout à l'heure que les mouvements séparatistes s'essoufflent, c'est tout à fait exact. D'ailleurs, j'ajouterais que notre armée n'est pas en guerre, parce que si on avait demandé à l'armée de faire la guerre, ça n'aurait pas duré 3 mois. L'armée sait qu'elle est là, que les gens qui sont en face, ce sont leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants. Mais aucune balle ne peut tuer une idée. Il faudrait que nous soyons tout à fait conscients de cela. Même si aujourd'hui, on tue tous ceux qui sont en brousse, les idées qu'ils défendent ne seront pas mortes pour autant. Il faut donc pour cela que le gouvernement
Et nous tous menions des actions politiques en direction de tous ces gens-là. Nous avons dans ces communautés des gens qui ont une influence locale, par-delà les partis politiques, les religions, etc. Il faudrait les identifier. Nous pouvons même échanger avec un certain nombre de ces gens qui ont des armes. Pourquoi? Les médecins me disent que les gens qui sont atteints de maladies mentales ont un certain aveuglement sur leur état. Ils ne savent pas qu'ils sont malades. Vous prenez un fou là dehors, vous dites vous êtes fou, il dit c'est vous qui êtes fou. Il ne sait pas qu'il est fou. Donc, des gens qui ont été, pour beaucoup d'entre eux, entraînés dans cette aventure par force ou par ruse ou à travers des mensonges ou des fausses promesses, il faudrait que nous trouvions le moyen de nous approcher d'eux, d'échanger avec eux, de discuter avec eux, comme ça a été le cas. Oui, j'allais justement vous relancer. Qu'est-ce que vous imaginez, au-delà de ce qui a déjà été fait, parce qu'on a connu à un moment, il y a eu quand même des délégations qui sont allées vers eux. Oui, quand vous envoyez un ministre ou un député qui s'arrête au niveau du département, il reçoit quelques personnalités comme mon jeune frère Maître Achou. Ce n'est pas à ça que je pense. Vous pensez à quoi? Il faut s'enfoncer dans le corps social. Il faut aller dans les villages. Et on n'a pas besoin nécessairement de prendre des ministres ou des députés. On connaît les gens qui, dans le Nord-Ouest, ont une influence, qui peuvent être écoutés quand ils parlent, qui sont crédibles. Si ces gens-là vont, si on organise qu'ils puissent discuter avec les populations, comme Maître l'a dit, ça va sensibiliser ces populations-là et ces populations seront tout à fait disposées à comprendre. Je peux vous citer le cas de ce qui s'est passé à la fin des années 60 avec l'UPC, lorsque après le ralliement politique des UPCistes, il y a des populations qui ne voulaient pas se rallier au gouvernement, mais qu'est-ce qu'on a fait? On est allé vers les populations dans le Mungo et l'Ouest. Elles ont fait ce qu'on a appelé le caddie du chien noir, en disant, nous, à partir de maintenant, nous avons compris, nous sortons de cette affaire. Et c'est comme ça que, vers la fin des années 60, on est sorti de cette affaire. Alors, je crois qu'il faudrait que on puisse aller dans ce sens-là. Parce que la reconstruction dont nous parlons, elle est d'abord psychologique. Le professeur l'a dit. C'est d'abord une reconstruction psychologique, une reconstruction sociale. Et je crois qu'il faudrait des actions politiques pour cela. Et c'est le rôle du politique et non le rôle du militaire. Donc on va dire des actions politiques complémentaires à ce qui est déjà mis en œuvre. Oui, parce que, excusez-moi, maître, excusez-moi, mais c'est un peu comme quelqu'un qui est malade. Si vous avez un parent malade, vous avez essayé, encore qu'on n'a jamais tout essayé, vous ne pouvez pas dire, comme j'ai déjà vu 50 médecins, il n'est pas guéri, je le laisse mourir. Non, non, du tout. Vous continuez à chercher des solutions. Non, du tout. C'est d'ailleurs le cas dans cette crise où on n'en finit pas de chercher les solutions pour en sortir. J'aimerais entendre vos réactions, maître, sur cette proposition. On a connu quelques caravanes de la paix il y a quelques mois, mais le ministre en appelle à plus et plus loin, en profondeur, dans tous les coins et recoins. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes interpellé comme... Yes, I fully agree with the minister that first of all, dialogue is a continuous process. Dialogue is just some discussion between more than two persons. What we are doing is part of the dialogue continuing, and what we are doing, we are sensitizing the population as to what to do next. Okay, we equally agree that the government has done lots and lots of concessions towards bringing a lasting peace in the area by accepting certain things despite its own volition, by accepting certain persons despite his own wishes, to say, look, we want peace. Peace has no price, but it is for this I'm going to accept. And one of the biggest groups, one of the greatest things to me the government has done is creating these rehabilitation and demobilization centers, whereby those who have seen blood and have psychological problems and psychological trauma out of the war can go there
and seek for solace and seek for treatment to be reinserted in the society as time goes on. I strongly believe that with the coming of the regions, those persons which will be chosen from the various areas are supposed to be mandated to take back home the message of peace, to tell the guys that are still fighting behind, the guys who are still not understanding that what they are doing cannot just work in a country where law is respected, to come back to their senses and come to the table to say what they think in their minds without using guns. So those guys who are going to be the regional representatives are supposed to continue in this light. Finally, we should talk about the chiefs of the various areas. You know, the Northwest and Southwest regions. Alors les chefs qui ont été désacralisés parce qu'on a. Yes, lots and lots of them. I can tell you that most of the villages are regretting having done that to their tradition, because which means that whether I like it or not, they need to do some sort of traditional cleansing of what has happened. Because we can't just go back the chief can't just go back to the palace and sit there and watch without calling the ancestors to come back and pray for the village. So they have to organize some traditional cleansing so that this spilling of blood should be forgiven by the ancestors and life will come back to normal. So it is actually good that this peace effort continues, despite the fact that the government is strong enough to go to the bushes and stop these guys. But you know, these guys in the bushes, some of them were deceived. Some of them didn't know what they were doing, and some of them are coming back to their senses. So it's better to encourage them to come back to their senses instead of continue brutalizing them. Alors pour ça, Ngando, on va travailler sur ceux qui font le coup de feu dans les brousses, sur le terrain, mais il y a d'autres acteurs qui sont des acteurs importants dans cette crise, ce que nous pourrons appeler, si ce soit les donneurs d'ordre. Ils sont tapis au chaud à l'étranger. Et ils financent, ils ordonnent, ils instruisent, ils haranguent et tout ce que vous pouvez imaginer. Alors moi je voulais vous demander, comme expert en relations internationales, pourquoi les amis du Cameroun, les pays d'accueil de ces donneurs d'ordre, ne s'impliquent pas assez malgré tous les appels du Cameroun? Avant d'en venir à votre réponse, j'aimerais quand même revenir sur les réponses données par Monsieur le ministre et Maître Achou pour aller dans le sens, parce que cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, on ne le dit pas assez. Le président Yengue Moyo le disait tout à l'heure, voulait rappeler, revenir dans l'histoire. Vous lui avez dit que ce n'est pas le cadre ici, mais je pense que... Parce qu'on a fait plusieurs fois. Bien sûr. Mais c'est très important, parce qu'en fait, très souvent on peut penser que une armée peut éteindre l'incendie, mais elle ne gagne pas durablement la paix. Et lorsque le ministre disait tout à l'heure qu'il faut travailler, il faut rééduquer, il faut revenir véritablement à l'histoire pour comprendre que les causes profondes de cette guerre sont structurelles en réalité. C'est ce que j'évoque dans mon ouvrage. Parce que vous allez constater que cette crise-là vient justement du processus historique de la colonisation et de la décolonisation. On se retrouve aujourd'hui dans une guerre où, en réalité, nos frères du nord-ouest et du sud-ouest se retrouvent en guerre quasiment presque dans leur esprit avec leurs frères, entre guillemets, francophones, alors que anthropologiquement, lorsqu'on va plus loin, et je suis heureux que Maître Achou l'ait révélé tout à l'heure, en réalité, le socle traditionnel sur lequel on pouvait bâtir une véritable cohésion nationale est quasiment mis de côté au profit, je veux dire, des emprunts. Oui. Voilà. Et je crois que si on ne prend pas à cœur la construction nationale sur des bases endogènes, eh bien, on risque de se retrouver dans le même type de situation. Je crois que maintenant que l'incendie est en train d'être éteint, il faudrait que la communauté nationale et la communauté politique notamment prennent conscience de ce que, eh bien, il faut réfléchir plus profondément pour dire que cette guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est une sale guerre. Parce qu'on se fait la guerre entre nous sur des causes, n'est-ce pas, exogènes. Voilà. Ça, c'est la première chose que je vais dire sur ce point pour revenir dessus. Alors, sur la question précise que vous me posez, je crois qu'on pourrait avoir un premier raisonnement, c'est de penser pour certains pays d'amis qui sont parfois portés sur des problématiques de démocratie, penser, a priori, que peut-être en réalité, ils ont une dent, permettez-moi l'expression, contre le régime du Cameroun qui aurait fait 38 ans de pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, la mode, c'est soi-disant l'alternance politique. Alors, on peut prendre ce raisonnement pour dire peut-être que, mais quand je constate que ce qui gouverne le monde, c'est les intérêts.
Et on peut constater que lorsqu'on voit la trajectoire du président Biya, eh bien, ce n'est pas quelque chose à négliger. On peut constater que le président Biya a vécu de la période des années 30 l'aîné. Il a connu la transition de la fin des années 50 pour l'indépendance et tout le régime camerounais depuis 1960. Donc c'est un mammouth. Et aux premières loges. Aux premières loges. C'est un mammouth, un éléphant de la politique mondiale. Au moment où nous sommes, et au moment où au Cameroun, de plus en plus, certains parlent de fin de règne, on peut penser que le navire tangue. Et donc, il n'y a plus un capitaine. Et donc, pour des intérêts, des gens peuvent penser que, évidemment, ils peuvent soutenir tel ou tel pour pouvoir envisager des perspectives pour, n'est-ce pas, la suite. Alors, je pense que le président Biya, il me semble, je le dis vraiment comme je le pense, il pourrait être, pour notre pays, où il est déjà peut-être un joker. Le joker dans le sens où, connaissant cette politique internationale et étant peut-être de plus en plus un rempart contre tous ces lobbies, ces réseaux étrangers qui peut-être veulent pénétrer le Cameroun au moment où le Cameroun est en train progressivement de basculer dans les profits de la crise, eh bien, on peut y trouver peut-être une explication pour voir combien un certain nombre de lobbies, de réseaux essaient d'en profiter pour justement encourager, n'est-ce pas, un certain nombre de personnes qui sont tapis dans l'ombre à l'étranger et qui encouragent studieusement, n'est-ce pas, cette crise. Alors, il y a des groupes de Camerounais qui ne sont pas restés les bras croisés, notamment aux États-Unis. Je pense à M. Chalaï et beaucoup d'autres qui ont multiplié des démarches, des plaintes. Et je me suis laissé dire qu'ils ont parfois obtenu gain de cause avec des fermetures de comptes, sauf que c'est un travail décisif. Lorsqu'on ferme un compte, lorsqu'ils obtiennent de la justice qu'un compte soit fermé, aussitôt un autre compte est ouvert. Lorsqu'ils obtiennent que des sites internet soient fermés, aussitôt notre compte est fermé. C'est un travail décisif finalement, tant que ces pays amis ne s'impliquent pas véritablement pour asphyxier les sources de financement du terrorisme. Vous voyez, on risque de revenir au problème historique que je voulais poser. Vouloir savoir pourquoi on ne peut pas asphyxier ce financement, c'est ne pas rechercher l'origine de la guerre, d'une guerre qui n'aurait jamais dû avoir. Parce que ça, c'est une guerre qui dure depuis 4 ans. Et parfois, je me retourne et je me demande pourquoi elle a lieu. Je vous assure, pour ne pas être très méchant, que lors du grand dialogue, par exemple, moi je n'étais pas au grand dialogue, je n'étais pas invité. Je suis sûr qu'il y avait la moitié des personnes qui étaient à ce grand dialogue et qui sont nées après les années 60. Au moins. Au moins. Ça veut dire que là-dedans, ils ne pouvaient que balbutier. Dans la mesure où ils n'ont pas la connaissance réelle de l'origine de la crise. Si on apprend... Mais il y a un héritage quand même. Oui, non, il y a l'héritage qu'on ne connaît pas. Il y a l'héritage qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, lorsque vous posez la question de savoir comment on peut asphyxier ceux-là, ce sont parfois des agents de cette crise. Même eux qui financent, je ne suis pas sûr qu'ils ont la connaissance réelle de ce que devrait être le Cameroun aujourd'hui si... à l'époque coloniale, on avait pris des dispositions nécessaires pour qu'il y ait le One Cameroun dont on parlait. Mais alors, comment on ne va pas refaire l'histoire? On a hérité de cette situation. Le Cameroun a été partagé le 4 mars 1916 comme un butin de guerre. Ne peut pas, non, ça a été Cameroun a été partagé le 4 mars 1916 comme un butin de guerre entre la France et la Grande-Bretagne. Et puis il y a eu ces cheminements de part et d'autre. Alors, je vais vous donner un exemple. Le Cameroun a été pupille de la SDN. Si vous expliquez à un enfant ce que c'est qu'être pupille, ça ne veut pas dire quand vous êtes pupille et qu'on vous place chez quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas de la même famille. Ça veut dire qu'on ne reconnaît pas, par exemple, vos capacités élevées, les enfants dans votre famille, alors on les place quelque part. Ça veut dire qu'à partir du moment où on va reconnaître votre capacité à rediriger cette famille-là, les enfants vont revenir dans la maison.
ça ne veut pas dire que c'était les enfants de deux familles différentes. Vous allez m'excuser, j'ai pris un texte pour qu'on essaie de comprendre. Lorsque vous savez, le chief Moukete, le 8 avril 52, excusez-moi, le chief Moukete arrive à Paris. Il réserve une chambre d'hôtel et demande au réceptionniste où il pourrait trouver des étudiants camerounais. Celui-ci le conseille de se rendre à la cité universitaire. On est en 52. Donc on n'est pas loin du président Biya, comme on disait là. Il croise un jeune Martiniquais qui l'accompagne jusqu'à un petit attroupement d'étudiants camerounais. Ma joie fut sans limite. Je me présentais comme un étudiant du Cameroun britannique en formation en Angleterre. Je lui fis savoir que nous, en Angleterre, avions hâte de vivre la réunification du Cameroun. C'est Chief Moukete qui le dit. Donc, même ceux qui étaient en Angleterre étaient animés par ce sentiment de la réunification. Et je veux revenir à l'histoire. Ça veut dire que si on avait écouté l'UPC, par exemple, on va y revenir. Parce que tôt ou tard, on va revenir à l'histoire. On va enseigner cette histoire aux enfants pour que ce qui arrive maintenant ne revienne plus. D'accord. Le ministre a dit tout à l'heure qu'à la fin de la guerre... L'histoire est parfois cruelle, elle est même souvent tragique. Elle est cruelle, donc il faudra revenir. Voilà il faut tirer les leçons de cette histoire. Il faut tirer les leçons de cette histoire. Et si on ne la connaît pas, il faut l'apprendre aux jeunes pour que cela ne se répète plus jamais. Alors, moi, je voudrais rester quand même sur ces donneurs d'ordre, qu'ils soient conscients de cette histoire ou pas. Oui, mais vous avez pris votre temps de parole pour nous ramener dans l'histoire. Oui, pour les donneurs d'ordre. Ça veut dire, les donneurs d'ordre, ce sont les mêmes qui sont dans la logique de ceux qui n'ont pas voulu la réunification avant l'indépendance. Donc c'est illusoire. Maître Achou n'est pas d'accord. Non, si. Maître Achou. Les donneurs d'ordre. Mais j'ai vu des dénégations de Maître Achou qui n'est pas d'accord. I think that il veut dire que ce sont les nostalgiques. No, you notice they've been what we call SCNC since the 60s in the Northwest and Southwest regions. It has never been a real major issue. But those guys who are in the US presently, sponsoring the movement, the armed movement, most of them are in their early or late 50s. So it's not possible that they had that same sentiment you're talking about. Because you see, let me tell you something. Yes. Most of them have worked in Cameroon. Most of them worked in Cameroon before going to the US, if you notice. So it means that they understand the ball game here and left. Okay, by leaving now, instead of organizing that things go better here, they say, okay, those who stay behind should destroy it. Ils ont le même projet. And yes, no, and the problem is that... Quel projet? C'est le projet de diviser le Cameroun. No, et vous savez bien que diviser le Cameroun pour mieux régner, c'est ça. In the US, for example, when once you sponsor terrorism, or you support terrorism, you are a criminal, you are supposed to be arrested. Yes. But these guys ask that they should buy arms and kill people in Cameroon. They should cut people's and they are free there. And they are free there. Nothing is happening to them. It means there's something wrong. It means the country in which they are accomplices of, or they accept to some extent what those guys are saying or doing. Otherwise, all they need to do is ask them, why do you want people to be killed in your country? And this thing will stop. Why are they not doing it? It's because of what we call political interest. But you see again, if you want to go back to the history, let me go back and argue to history. We say the same thing. No, let me go back to history as you want to say. Yes. Normally, since the League of Nations and United Nations, Cameroon was not a colony. No. It was a protectorate and a trusteeship. C'est ce que So what does that mean? It means that... Sur le plan juridique. Yes. Oui, mais dans les faits... It means that when once Britain and France were leaving Cameroon, they were supposed to put Cameroon the way it was before the First World War. That's a legal issue. Because they were just trustees and protectors. They were not colonizers. No. So they had no right to change the situation as it was. So they're the ones who have caused this division among us until I see my own brother say, because of British culture, I should kill somebody who speaks French. It's not correct. And that's where the problem is. So if we go back to this legal issue, Cameroon was supposed to be the way it was during the German era. But as they came in, they divided us, and they're using what we call divide and rule. Yeah. That's what's going on. They
pit you against me, you against me, against you, you against me, in such a way I understand, because they want something which is their interest. And what interest are we seeing? This is what I said. Our subsoil. I can tell you that's what they're looking for. The subsoil in this country. Alors, sur cette donneur d'ordre, oui, président, on est revenu de ce côté. Donc, sur cette donneur d'ordre, quelle démarche, évidemment, nous n'avons pas tout essayé. Vous l'avez dit d'ailleurs, on n'essaie jamais tout. On peut encore entreprendre. Est-ce qu'on peut entreprendre des démarches encore et encore en direction de ces donneurs d'ordre, au-delà de ce que l'on peut attendre des pays amis? Je voudrais, avec votre permission et la permission de mes collègues copanélistes, dire 3 choses. La première, c'est que il y a des gens qui profitent de cette guerre, aussi bien à l'étranger que dans le pays, et même à des niveaux insoupçonnés. Il y a des gens qui en profitent, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, en ce qui concerne les donneurs d'ordre, ce sont nos enfants. Tous ces gens-là sont les enfants du président Biya. Ce n'est pas parce qu'un enfant se rebelle que nous devons dire on ne va plus lui parler. Je crois que nous devons continuer à nous parler avec ces gens-là. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que dans ces pays, les États-Unis par exemple, il y a une liste des organisations terroristes et une liste des organisations qui supportent le terrorisme. Il y en a une au Canada qui est légèrement différente. Il y en a une au niveau de l'Union européenne qui est différente. Et l'Union africaine, le Conseil de paix et de sécurité a même demandé à une de ces cellules de surveiller les mouvements terroristes, extrémisme violent, radicalistes ou qui sont radicalisés en Afrique. Mais sur aucune de ces listes, vous ne verrez les mouvements, les groupes armés du nord-ouest et du sud-est du Cameroun. Donc sur le plan juridique, ils ne peuvent ni les empêcher d'ouvrir un compte de manière globale, sauf s'il y a une plainte spécifique et on justifie, ni de faire des opérations financières en direction du Cameroun. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je crois que ce qu'il nous reste à faire est un travail endogène. C'est nous qui devons réfléchir et voir comment tendre la main, discuter avec ces gens. Il y en a qui la refuseront, c'est sûr. Mais ce n'est pas parce que 2 personnes ont refusé ma main que les 10 autres qui sont prêts à la prendre doivent être assimilés à ces 2. Donc, à mon avis, il faut que... Parce que nous ne pouvons pas, sur le plan légal, demander aux États-Unis de les expulser. Nous n'avons aucune base, ni à l'Union européenne. Nous n'avons aucune base, comme je viens de le dire là. Encore qu'ils ont parfois ils ont souvent pris les nationalités de ces pays-là. Parfois, ils ont même pris la nationalité. Mais si le mouvement qu'ils soutiennent est déclaré terroriste, même s'ils ont pris la nationalité, ils vont être poursuivis. Évidemment. Donc, c'est pour ça que je crois que le travail doit être fait chez nous. Et j'étais très heureux d'entendre le gouvernement dire que le dialogue est un processus. Approfondissons le processus et nous aurons des résultats. Pour Sangando? Oui, simplement, et je suis d'accord avec Monsieur le ministre pour dire que véritablement le règlement de ce problème, c'est-à-dire de ces sources qui sont tapies dans l'ombre à l'étranger, notamment des données d'autres, je pense dépendra. Je crois que c'est l'une des résolutions du Grand Dialogue national, de la résolution de la question de la diaspora. C'est très important parce que je crois que le Grand Dialogue national a presque ou a recommandé, n'est-ce pas, cette question de la double nationalité, qui d'ailleurs viendra parachever les promesses du président Biya en 2009, qui avait promis, je vais dire, le vote des Camerounais de l'étranger, mais aussi la double nationalité. Parce que cette double nationalité, elle va rassurer, n'est-ce pas, nos compatriotes qui sont à l'étranger, qui sont, pour la plupart, laborieux, silencieux, par rapport à tous ceux-là qui soutiennent, n'est-ce pas, tous ces désordres dans le pays. Et je crois qu'à partir du moment où cette cohésion nationale sera renforcée parce que nos compatriotes qui sont à l'étranger seront considérés comme faisant partie du corps de la nation, je pense que ça va contribuer à isoler efficacement
tous ceux qui participent à détruire ce pays de loin. Donc ce problème de la diaspora, c'est un problème à prendre à bras le corps parce qu'il participe, n'est-ce pas, à renforcer la solution endogène que monsieur le ministre disait tout à l'heure, savoir qu'il faut qu'on prenne à bras le corps de façon endogène le problème de la construction nationale en intégrant la diaspora. Même si l'observateur politique peut peut-être constater que le gouvernement de Yaoundé était vraiment dans une dynamique et il y a eu un certain nombre d'événements que l'on connaît qui ont été peut-être de nature à refroidir cette dynamique. Sans doute, mais le gouvernement doit continuer par le dialogue, par la pédagogie, par, je vais dire, je reviens aussi parce que je suis historien. Je crois que il y a un certain nombre de choses qui se passent parce que les gens ne connaissent pas beaucoup leur histoire. Les gens ne connaissent pas beaucoup plus trop les racines de tout cela. Je crois qu'il faut continuer ce travail de pédagogie et je crois aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. Je pense que c'est par cela que nous allons renforcer la concorde nationale. Bon, vous aurez trouvé un allié ce soir sur ce retour à l'histoire, cet ancrage à l'histoire. Alors, un dernier mot sur ces donneurs d'ordre, sur les démarches que l'on peut... Il y a eu des démarches au demeurant, mais jusqu'où on peut aller aujourd'hui, jusqu'où doit-on aller? Il y a cette recherche de dialogue, d'approche avec ceux qui donnent ces donneurs d'ordre, parce qu'on les connaît. La deuxième chose, c'est que il y a toujours des transferts de fonds. Et ça, on peut techniquement résoudre, l'État peut résoudre ce problème. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir 20 000 euros sur vous et arriver à Paris à les déposer dans une banque. Ça, c'est une chose. Et la troisième chose, si ça n'arrive pas, et je ne le souhaite pas, ça veut dire que c'est un rapport de force. Ce sera en dernier ressort. Parce que c'était facile dans les années 60, oui, mais aujourd'hui, non, ce n'est plus très évident. Je suis votre regard, oui, bien sûr. Avec des barbouzes et autres. Non, mais pas plus que même l'État le dit, il y a des barbouzes dans tout le pays. Qui ont, au demeurant, parfois construit la légende et autres. Bon, enfin, on va privilégier le champ, le terrain de la paix et de la résolution pacifique, et on va laisser les barbouzes dans l'ombre, puisque les barbouzes, c'est toujours souterrain. Oui. See, I want to mention the fact that the major problem is that the Cameroon government has done a lot of initiatives towards peace. But those guys, they say to come to the table to talk is secessionism or nothing else. How can you discuss with such a person? So the best thing is to isolate them, and we'll talk with the guys on the ground. That's why I say we want to put our blame, our basic thoughts on the guys abroad who are saying that the only thing we can discuss is separation. Est-ce que ce n'est pas des postures de négociation? Oui. Si c'est des postures de négociation, n'est-ce pas, on ne fait quand même des concessions. L'État du Cameroun a fait beaucoup de concessions. Ils n'ont pas bougé. Est-ce que l'État doit toujours pour vous, qu'est-ce qu'on fait affaibli? Donc pour vous, qu'est-ce qu'on fait? À mon avis, on doit les isoler pour traiter avec ceux qui ont les armes sur le terrain. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. La plupart de ces gens qui détiennent les armes ont déposé. Ils sont dans les centres. On ne parle pas d'eux. Parce que parmi la plupart ne veulent pas que leur identité soit divulguée. Ils sont là. Il faut que, si on n'arrive pas à isoler ces gens à l'extérieur, on pense qu'on peut toujours discuter avec eux. On n'arrive jamais à régler cette histoire. Je voudrais dire juste un mot par rapport avec votre permission. Nous pouvons nous retrouver autour de cette table. Et en face, les gens disent sécession ou rien. On va discuter de la sécession. Mais discutons de la sécession. Le fait d'en discuter ne veut pas dire que nous l'acceptons. Nous pouvons en discuter pour montrer qu'elle n'est pas possible, pour leur expliquer qu'elle n'est pas possible et pourquoi elle n'est pas possible. N'ayons pas peur de discuter de la sécession. C'est comme on disait il y a un moment qu'il ne faut pas parler du fédéralisme. Mais on peut parler du fédéralisme, on peut parler de la sécession autour d'une table et nous allons parvenir, je suis certain, pas avec tout le monde, mais avec la majorité, nous allons parvenir à un consensus sur un certain nombre de points importants. Discuter de la sécession ne veut pas dire accepter la sécession. C'est ça, c'est la précision que je voulais faire. Aucun État ne peut accepter la sécession. Non, ça c'est impossible. Alors, monsieur... La discuter donc. Non, vous savez, non, le ministre is a perfect gentleman, I know him.
he's still giving them concessions. He thinks, look, those guys don't think like you and me. They don't. So if you know the psychology of the person thinking, Maître, you know how to confront him. Maître, il y a déjà une chose qu'il faut mettre sur la table. Est-ce que cette guerre est une guerre fratricide? Il n'y a personne qui a des doutes là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire une guerre fratricide? Ça veut dire entre des frères. Et être entre des frères, il faut donc revenir et savoir. Donc on est des frères. On est des frères. C'est le dialogue, c'est la palabre. Revenons, c'est comme ça qu'on doit discuter dans notre socle africain. Oui, mais sauf que sans vouloir être l'avocat de Maître Achou, la palabre, les autorités de Yaoundé sont dans la posture palabre depuis le début. Bon, donc il appelle également les autres à rejoindre la palabre. Ce sont les autres, dit-il, qui ne veulent pas. Qu'est-ce qu'on fait donc? La méthode. Voilà. Il faut trouver notre méthode. La méthode. Avec des babous. Les suivre dans leur méthode, dans leur méthodologie. Non, vous affaiblir l'État, ok, allez-y. Mais l'État doit être toujours debout. Je voudrais dire à mon jeune frère, je voudrais rappeler à mon jeune frère, maître, que il connaît très bien mon fils, la parabole de la brebis perdue. Oui. Le bon berger a laissé 99 brebis pour aller chercher celle qui était perdue. Et quand il l'a trouvée, qu'est-ce qu'il a fait? Alors qu'habituellement, on tirait les... Il a pris, il a mis sur son cou, il est revenu très content. Ce n'est pas parce qu'un de nos enfants s'est rebellé qu'on doit à jamais le rejeter. Non. Continuons de lui tendre la main. Et puis, je vais dire une chose. On voit ce conflit du nord-ouest, sud-ouest. Mais de mon point de vue en tant qu'historien du droit, je vois davantage le prolongement ou la radicalisation d'un conflit davantage historique, au-delà du nord et sud-ouest, entre l'État et la société. Ce n'est qu'un des aspects. C'est pourquoi je dis, il faut reprendre le problème national dans son ensemble. Et on va voir dans le processus historique comment l'État est devenu de plus en plus fort au détriment de la société. Donc ce qui s'est passé dans le nord-ouest, sud-ouest, c'est l'expression des frustrations, des revendications dont l'État va tenir compte progressivement. Et c'est avec le temps. C'est pourquoi cette palabre doit rester ininterrompue. Parce qu'avec le temps, la cohésion entre l'État et la société va se refaire. Mais c'est une question de temps. Donc il faut que l'État, dans une méthode de pédagogie, continue de tendre la main parce que c'est l'État qui doit ramener l'harmonie et la paix. L'État doit le faire. Bien sûr, mais bien sûr. Mais l'État doit continuer. C'est que les gens qui discutent avec les autorités. Bien sûr, l'État doit continuer. C'est les gens qui font résoudre les gens qui sont à l'extérieur que non. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. L'État doit continuer. Et justement, un des dispositifs de sortie des crises qui participe de cette main tendue du chef de l'État, de porte de sortie à ceux qui ont pris les armes, c'est ce comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration, le CNDDR, dont le coordonnateur national est Francis Fayengo, qui est notre invité pour l'éclairage du soir. En termes d'effectifs, aujourd'hui, nous avons 135 ex-combattants dans les 3 centres. Et vous pouvez ajouter à ce nombre ceux qui ont été déployés sur le terrain. Parce que nous avons vu ceux qui n'ont pas été très impliqués, ceux qui ont des petites professions. Nous avons, avec l'aide de plusieurs opérateurs, nous avons pu les insérer dans la vie active et ils sont éparpillés partout sur le territoire national. On ajoute également près d'une centaine qui sont venus à l'extrême nord, notre centre de l'extrême nord. Mais après les opérations de triage et identification, il s'est trouvé que c'était, n'est-ce pas, les ressortissants des pays voisins, de notre voisin de l'Ouest, le Nigeria. Nous avons donc, compte tenu des bonnes relations que nous avons avec ces pays, nous avons donc pris des mesures et le secrétaire à la justice de l'État de Borno est venu personnellement à Mora pour les récupérer. Donc si vous ajoutez ce nombre-là, je crois que à peu près 700 sont passés par nos centres. La plupart viennent après, n'est-ce pas, les actions de nos forces de sécurité sur le terrain.
ça veut dire qu'ils ne viennent pas pour être exact d'eux-mêmes. C'est des gens qui arrivent après les opérations de forces de sécurité. Les autres viennent d'eux-mêmes, mais ça c'est la minorité. Mais un troisième groupe aussi passe par les autorités administratives sur le terrain, par les chefs traditionnels, par les autorités morales, les églises et tout cela. Mais arrivés au centre, ils sont accueillis. Nous avons des règles, n'est-ce pas, de discipline, ils sont accueillis, première chose. Deuxième chose, ils passent par les examens médicaux. Troisièmement, ils prennent donc peut-être 1 mois ou 2, dépendant de l'état de chacun, pour ce lavage-là, n'est-ce pas, pour cette déradicalisation. Et après cela, ils deviennent, si je peux dire, les ex-combattants. Notre message, c'est qu'il faut d'abord continuer à prendre au sérieux la main tendue du président de la République, son Excellence Paul Biya. Deuxième message, c'est que leur sécurité est garantie. Et vous pouvez voir que depuis que nous avons commencé à recevoir les ex-combattants, nous n'avons perdu aucun. Donc leur sécurité est garantie. Le troisième message, c'est que le Cameroun s'est construit ici. Donc quand les Camerounais leur donnent des messages d'espoir, prennent les mesures pour leur suivi, il ne faut pas écouter les illusions qui viennent d'ailleurs. Je voudrais vous dire que nous échangeons avec certains tous les jours. Il y a ceux qui nous insultent systématiquement, il y a ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors, et il y a ceux qui ont changé de langage, mais qui se sont piégés au point où ils ne savent plus ce qu'il faut faire. Nous pouvons le dire simplement que ce qu'ils font n'est pas bien. Le Cameroun, c'est leur pays. Il faut qu'ils oublient, n'est-ce pas, ce qu'ils ont fait dans le passé et qu'ils acceptent la main tendue du chef de l'État. Aujourd'hui, l'État a franchi, n'est-ce pas, une étape importante parce que à côté de ces centres aménagés rapidement, il y a des centres modernes qui sont en train d'être construits pour ces enfants-là. Des centres qui seront des centres de formation en métier, des centres de formation en métier, des centres qui peuvent prendre 1000 enfants, n'est-ce pas, à la fois. Et moi, j'aimerais vous dire que notre objectif, c'est que demain, ces centres vont également accueillir d'autres enfants, ils ne vont pas seulement accueillir les ex-combattants. Donc le centre de Bamenda est presque terminé. Le centre de Boya, la construction sera lancée dans les jours qui viennent. Et le centre de Mémé, dans l'extrême nord, dès janvier. Mais à l'extrême nord, nous avons aménagé un bon centre à Mairie, et qui peut accueillir, n'est-ce pas, même jusqu'à 1000 personnes. Donc voilà donc l'amélioration sur le plan infrastructurel de la vie, n'est-ce pas, de ces ex-combattants. Ils sont très reconnaissants envers le président de la République et en descendant avec tous ceux qui sont sur la chaîne. Mais ils sont très reconnaissants envers le président de la République. Et tous les jours, ils passent dans plusieurs émissions, et ils répètent ça tous les jours. Parce qu'ils sont devenus, n'est-ce pas, des êtres humains normaux. Auparavant, si vous passez dans les centres, vous voyez l'état de ces enfants quand ils arrivent, c'est écœurant, ça fait pitié. Donc ils sont reconnaissants et nous les avons éparpillés partout sur le territoire national pour qu'ils soient, n'est-ce pas, camerounais, pour qu'ils se sentent camerounais. Et c'est un processus qui continue et je crois que ça va continuer à donner des résultats positifs. Et
donc déjà quelques 700 ex-combattants, on va le dire, passés donc par les centres de désarmement de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. Le compte, selon monsieur le coordonnateur national, est satisfaisant, même s'il continue d'en attendre justement ceux qui s'éterrent encore dans les brouses, et on ne désespère pas de les voir sortir bientôt pour rentrer dans cette caravane de la paix. Et la paix vient également avec la reconstruction, une reconstruction, on l'a dit, qui est portée par le plan présidentiel de reconstruction et de développement du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le PPRD, dont le coordonnateur national est le ministre Paul Tasson. Un plan de reconstruction qui a donc 3 piliers: la restauration de la cohésion sociale, on l'a dit, la reconstruction et la réhabilitation des infrastructures de base et la redynamisation de l'économie local. On va voir un peu quelques objectifs de ce plan présidentiel en tableau. Avec le plan présidentiel ambitionne de reconstruire 12 000 maisons, de réinstaller 116 000 personnes. Et le plan présidentiel ambitionne également de reconstituer 170 000 documents administratifs, au moins 44 des 300 hôpitaux détruits dans la région du Sud-Ouest, 315 km de routes et 26 ponts dans le Sud-Ouest, 200 km et 14 ponts dans le Nord-Ouest, et 100 000 hectares abandonnés, 11 marchés détruits dans le Nord-Ouest, entre autres. La cagnotte est de 90 milliards de francs CFA, et le gouvernement a déjà mobilisé 10 milliards. Les différents partenaires au développement sont également mobilisés, et c'est le programme des Nations Unies pour le développement qui est le partenaire d'implémentation du Cameroun dans la mise en œuvre de ce programme. Alors peut-être que je vais d'abord passer la parole à l'architecte. Je vois qu'il y a des infrastructures à construire, mais je ne sais pas si le chiffre que vous avez donné, 90 milliards. Tout au moins pour ce qui est la première phase, pour les 2 prochaines années. Oui, pour les 2 prochaines années. Ce que l'État doit faire, c'est d'abord de responsabiliser les acteurs de la construction. Je vous assure que si on envoie des personnes dans cette région, dans ces 2 régions pour construire, et qu'il se passe ce qui s'est passé pour la préparation de la CAN, ça va être une catastrophe. Il faut qu'il y ait une rigueur dans ce qu'on a envie de faire. Sinon, ça peut décourager ceux qui attendent de ces infrastructures. Bon, alors, c'est l'OPNUD qui est aux manettes, là. Oui. C'est l'OPNUD qui est le partenaire stratégique de l'État pour l'implémentation de ce plan. Oui, mais il y aura toujours des Camerounais pour travailler. C'est ça que je veux dire. La deuxième chose, c'est que il faudrait que les Camerounais comprennent que ce qu'on est en train de construire là ne devra plus être détruit. Donc il faut déjà s'assurer que on va construire, mais que ça ne devra pas être détruit. Donc il faut continuer, comme a dit M. le ministre, à construire en même temps la paix pour qu'elle soit définitive. Si on laisse la construction de la paix, on risque de s'arrêter en chemin. Donc, première chose, responsabiliser les Camerounais. Deuxième chose, continuer la construction de la paix et rechercher des moyens. Et pour la recherche des moyens, je pense que, honnêtement, il y a une piste. Nous avons des Camerounais qui ont distrait beaucoup de sommes dans les caisses de l'État. Lorsqu'on parle, c'est pour ça que j'ai douté, je me suis dit, on parle de 90 milliards. Mais il suffit d'aller dans les tribunaux, on entend parler de 200 milliards, de 300 milliards. Ça veut dire qu'on peut... Tous ces gens-là, ils plaident non coupables. Non, ils ne peuvent pas plaider non coupables parce que l'argent... Ils disent même que c'est pour des motivations politiques qu'ils sont poursuivis. Donc, oui, mais vous savez que moi, j'ai jamais adhéré à cette théorie-là. Ils se défendent, mais tout le monde voit le train de vie que certains mènent. Ils ont des immeubles à Paris, ils ont des immeubles à Nice, ils ont des immeubles à New York. Il faut qu'on récupère cet argent-là pour construire la paix. Je ne dis même pas construire les édifices parce que tout ça, ça rentre dans un package. Et pour construire la paix, il faut récupérer cet argent. Parce que c'est eux qui sont à l'origine des frustrations de certaines communautés dans nos pays.
Parce qu'on aurait pu construire ces logements depuis. On aurait pu construire ces ponts depuis. Mais ils ont distrait l'argent. Je pense que c'est très sérieux. Oui, certainement. Maître Achou, c'est enfoncer une porte ouverte que de dire qu'il y a une immense attente là-bas, à ce moment, à travers tous ceux qui ont eu le courage de rester, et plus encore tous ces déplacés qui sont complètement, beaucoup souffrent, ont une vie difficile et n'aspirent qu'à rentrer, s'occuper de leurs champs, de leurs plantations et autres. Oui, comme le professeur a d'abord commencé en disant que il faut d'abord la reconstruction psychologique. Je suis en train d'adhérer à cette thèse parce qu'on doit commencer par là. Et j'ai confiance également à la personne à qui on a donné ces charges. The guy who was supposed to do the actual reconstruction. Because I know him personally to be somebody who is very competent. He's been one of the best amongst our generation. So I know he's very competent. He's going to do the job. Because I saw him starting with sensitization for the need to carry out the construction. Yes. That's where he actually started. So he went around and tried to tell the people in the northwest and southwest regions that, look, we've destroyed our structures. It is high time we forget the conflict and try to rebuild back these structures, because even if this country, anything happens tomorrow, you will still need these structures for this country to be where you want it to go to. So he started by sensitizing. I just want that, pray that they should give him the possibility of carrying the idea from the start right to the end, because he has some bright ideas about it. And you know, in Cameroon, the duty that is handed to somebody depends on the personality of that person. This guy has a strong personality, and he can succeed to impose the realities for people to see on the ground. So that's the first thing that I noticed. That is, first of all, the psychological trauma has to be looked into. The strong personality that's being appointed to manage it, which is correct, and the way he has started by sensitizing the population is going towards that direction. Then we should understand that in those two regions, there are certain things that those people hold to their hearts. And from where I come from, the Northwest, the biggest asset that everybody in the Northwest wants is the ring road. The cry for the ring road is not something that today. It's been something since, I'm sure, when Mr. Pisa was the governor, he knows about it. And that's what people carry in their heart, that look, we need this road to go around from Bamenda, Kumbo, Kambe, Wum, and back to Bamenda. Yes. I'm sure just that one alone is going to be a sign of very good faith, and it's going to sign that many people will be for what the government is doing than being against. And once you have the population on your side, nothing can happen to you. And that will convince the population that the government is now there to do the right thing, which is putting this road in place. If you do that road, I'm sure the Northwest will be calmer than you can ever believe. Alors, j'aimerais vous entendre, Monsieur le Ministre, sur cet ambitieux plan présidentiel de reconstruction qui consiste vraiment à parer au plus pressé à l'urgence, sachant que parallèlement, il y a le budget d'investissement public qui est en place, il y a le C2D, il y a d'autres mécanismes qui sont en place, mais ce plan d'urgence vise vraiment à parer au plus pressé. Oui, moi j'ai salué l'intervention de ce plan d'urgence, le plan présidentiel de reconstruction, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur ce plateau au sujet de la reconstruction physique. Il faudrait mettre l'effort entre des gens qui sont intègres et honnêtes pour obtenir les résultats. Mais ça revient là, on doit quand même faire confiance aux Camerounais, non? Oui, mais il faut les contrôler. La confiance n'exclut pas le contrôle. En tout cas, lui dit beaucoup de bien du coordonnateur du plan présidentiel. Non, mais c'est pas lui qui va... C'est le meilleur d'entre vous. Oui, non, c'est pas lui qui va réaliser sur le terrain. Oui, non, je ne suis même pas sûr que ce soit lui qui va gérer tous les crédits. C'est l'OPNUD qui va gérer tous les crédits. Mais je voudrais dire deux choses. On peut reconstruire un hôpital aujourd'hui et une seule personne, avec une seule bûchette d'allumettes, y remet le feu et redétruit. C'est pour ça que les deux actions doivent être menées conjointement. La reconstruction psychosociale va nous permettre
non seulement de déverser des milliards, mais va permettre à l'outil de production de redémarrer. Vous prenez une société comme la CDC ou la PAMOL, qui aujourd'hui ne produisent pas grand-chose. Si la paix revient, la CDC va recommencer, sous certaines conditions, les exportations. Donc, ça va améliorer la balance de paiement, l'économie va redémarrer, et ça, c'est au niveau méso. Mais si nous prenons même le niveau micro, les pauvres paysans qui avaient leurs troupeaux, qui avaient leurs petits champs, qui ne peuvent pas aller dans leurs plantations, ils vont redémarrer leurs activités. Et ça, c'est même plus important que l'argent que l'on va mettre dans la reconstruction. Sinon, dans le choix des opérations, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit ici, et la fameuse Ring Road, c'est une des faiblesses de notre politique d'aménagement du territoire dans cette région. Oui. Je crois que... Mais ce que j'ai vu là dans les dossiers, il y a un projet dessus, il y a même déjà un financement jusqu'en Kambé. Ce qui reste, c'est le financement en Kambé-Woum et Woum-Bafout. Donc, le projet lui-même est déjà en bonne voie. Et la route Bamenda-Babadjo qui est également très attendue. L'originaire de Santa que vous êtes, c'est très bien de quoi je parle. Alors, messieurs, le débat également... fleurit également sur nos plateformes numériques, donc je vais vous proposer un petit voyage dans le cyberespace. Avec notre rubrique online, on va retrouver Catherine Toulou-Elanga. Bonsoir Catherine. Bonsoir Aimé Robert Bina, bonsoir à tous les invités. Eh bien, Aimé Robert Bina, je dois préciser que sur nos plateformes numériques, il y a beaucoup de réactions et nos amis internautes sont restés dans l'expectative. Ils sont beaucoup plus spectateurs que participants à ce débat qui est très alléchant tout de même. Nous avons pu recenser 3 réactions avec nos invités qui seront amenés à donner leurs réactions par rapport aux interventions de nos internautes. Alors, nous allons commencer par Guy Arnaud Kenny-Fonkou qui dit « En dehors de tout débat politique partisan, tout mon souhait est de voir la guerre cesser dans le nord-ouest et le sud-ouest et que la vie retrouve son cours normal. » Sidouane Ba nous dit « L'école est le seul gage d'un avenir meilleur. Laissons nos enfants aller à l'école. » Et puis cette réaction qui interpelle ce Yinga Moyo, j'aimerais bien l'entendre sur cette réaction. Bonsoir le Cameroun. Je pense que la reconstruction devrait commencer après le cessez-le-feu. Alors la question est celle de savoir comment voulons-nous reconstruire en pleine tension. Monsieur Yinga Moyo, si vous pouvez réagir après cette question d'un internaute. Reconstruire en plein conflit. Mais je pense qu'on parle de la reconstruction. Ça voudrait dire que ça doit se faire lorsque le conflit est terminé. C'est cette hypothèse-là qui est la mienne. Alors, on ne peut pas aller dans un champ de guerre pour reconstruire une route. Donc, avec tous les efforts et tout ce que nous avons dit tout à l'heure, c'était pour qu'on puisse arriver à la paix. Et une fois qu'il y a la paix, il faudra commencer les constructions, la reconstruction. Au concerne Lando, le ministre Abouem pourrait également réagir. Vous avez fait beaucoup appel, vous avez convoqué l'histoire au cours de cette émission. Alors dites-nous exactement comment est-ce que l'histoire peut-elle réconcilier les Camerounais avec leur patrie? Alors, disons, le Cameroun, c'est une création coloniale. Le Cameroun, des Camerounais, avant la pénétration coloniale, vivaient chacun dans sa communauté, je vais dire, ethnique. Avec la colonisation, je vais dire, un territoire se forme, un pouvoir unique se forme, et progressivement, le Cameroun se met en place. Et les Camerounais, progressivement, se sont réappropriés finalement cette création coloniale pour passer progressivement d'une citoyenneté, enfin d'une fraternité, je vais dire ethnique, à une fraternité, n'est-ce pas, citoyenne. Donc, je crois que en revenant sur l'histoire
l'histoire nous permet de comprendre finalement que nous formons déjà ce que nous avons connu comme triple colonisation, ça nous permet de voir le chemin parcouru, mais l'histoire nous permet davantage de voir notre passé avant la colonisation. Parce qu'aujourd'hui, les diversités que nous avons, on dit tantôt Bamileke, tantôt Betty, tantôt, je ne sais pas, Bassa, mais sauf que la souche, le socle anthropologique, n'est-ce pas, de toutes ces sociétés est unique, venant depuis l'Égypte. Et donc, quand je vois des guerres qui se passent aujourd'hui, je me pose la question de savoir si nous sommes toujours africains, si les racines qui sont les nôtres, n'est-ce pas, sont vraiment communes. Parce que lorsque je vois dans le nord-ouest et le sud-ouest, nous sommes en train de nous battre, alors que nous avons et qu'on demande le séparatisme, eh bien, dans cette partie du nord-ouest, il y a des Bassa, quand ils vont se séparer, des Bassa qui sont ici dans l'Union et la Sangha maritime, ce sont pourtant nos frères. Donc, je pense qu'en revenant, n'est-ce pas, sur notre passé, sur, je vais dire, oui, sur notre passé, eh bien, on comprendra finalement par cette pédagogie historique et anthropologique qu'en réalité, nous menons les guerres des autres. En réalité, il faudrait qu'on revienne sur notre histoire pour retrouver un socle commun qui nous permet de bâtir une véritable identité nationale. Je crois que j'ai été interpellé également. Oui. Une minute pour dire que j'adhère entièrement à ce qu'a dit le professeur et j'ajouterai deux choses. La première, c'est que la partie francophone du Cameroun a été initiée à la gestion des affaires publiques selon un modèle centralisateur. La partie du Cameroun occidental a été initiée à la gestion des affaires publiques selon un modèle décentralisé où on mettait l'accent sur la subsidiarité. Nous devons reconnaître que c'est notre histoire. C'est l'histoire, la gestion décentralisée, c'est tout aussi l'histoire du Cameroun oriental que du Cameroun occidental. Alors, si nous reconnaissons que ces deux histoires sont nôtres, alors réfléchissons pour voir comment nous pouvons, à partir de ces deux histoires et sur le socle anthropologique dont nous avons parlé, bâtir quelque chose d'original pour notre pays. Et nous en sommes capables. Oui. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, chers invités, d'avoir répondu à ces quelques questions de nos internautes. Merci, Aimé Robert Bina. Bonne suite. Merci Catherine d'être venue nous voir avec ces réactions et ces questions des internautes. Monsieur, on va rapidement faire un dernier tour de table avec l'une des retombées du grand dialogue national et qui est attendu ardemment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est ce statut spécial qui se dessine avec l'avènement des conseils régionaux qui sont dans le par la faveur de l'élection pour les conseillers régionaux prévus le 6 décembre prochain. L'Assemblée régionale du Nord-Ouest et l'Assemblée régionale du Sud-Ouest vont être mises en place et les structures de ce statut spécial vont progressivement se mettre en place. Je voulais commencer par vous, Maître Achou, que vous nous décriviez un tout petit peu l'attente, comment elle se matérialise là-bas, cette attente à pouvoir toucher du doigt enfin ce statut spécial dont on a beaucoup parlé. Yeah, the first thing we should understand is the fact that the actors on the ground don't know much of what federalism brought to the society at that time. Because if you understand, the actors on the ground are about 50 and plus. And by the time the country became a federal republic, most of us were still babies. So what we are gathering now, what we know about what happened then, is from pieces of history that we pick here and there, because, like no missing words, we don't have any real history about Cameroon properly written. But in any case, with what we know, because the idea behind decentralization is local government, you bring the government closer to the people, you give it a little bit of autonomy when it comes to certain sectors like health, education, and the law. I think you give a certain autonomy when it comes to construction and development in the area and social cohesion. You see, that is a notion which is more academic now to some of us than historic. You should understand that the society of the former West Cameroon, I like to use the word former because it's no longer West Cameroon, presently is divided into 4 groups. There are people who want federalism, there are people who want secession,
and their people want the country to stay as it is, the united and decentralized country like me, and their people have no opinion. So the way things are going now is everybody's expecting proposals which will be accepted by a good majority of the people on the site. And from the way I see things going, the real players of the decentralization, to make it work, to make it look attractive, is going to be the regional assembly, which is made of the normal house assembly and the House of Chiefs. They are the ones now who are supposed to bring out policies that will be adopted and accepted by the central government for it to be exercised on those regions, because as they are people on the ground, they will bring up ideas which are peculiar to the usages or what to the expectation of the people on the ground. So decentralization at the end of the day is not going to be some sort of some decree signed or act, but it's going to be ideas that these people bring up and say, okay, me, I'm from Bali or I'm from Santa. People in Santa as of now, for example, the people in Santa want water to drink. They don't have potable water. So the guy who is supposed to come from there is supposed to bring that idea, look, let's see how we can create a water authority to make sure that the people in Santa have water to drink. And that's what people are expecting out of this decentralization. And when once those ideas come out to be what they want, it will be accepted. Alors on va faire vraiment un tour de table sur la question. Nous aurons évidemment d'autres plateformes pour en reparler. Il ne nous reste plus que quelques minutes. Président Yimgeng Moyo, on pourrait également poser la question en termes d'approfondissement de la décentralisation. Nous y sommes, et puisque c'est l'une des réponses, la mise en place des régions. Les régions sont... Avec donc ce statut spécial pour le Nord-Ouest et le Sud. Oui, les régions sont déjà en place. Le problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest se pose parce qu'il y a eu des velléités de plus d'indépendance dans ces deux régions. Ce que nous devons faire, c'est d'éviter que cela ne se reproduise plus. Et pour cela, il faut donner plus de pouvoir au peuple. C'est-à-dire qu'il faut rapprocher les instances de décision. C'est la raison d'être même de la décentralisation. C'est la raison d'être de la décentralisation. Mais en plus de ça, je pense qu'il faut pour le Cameroun un véritable plan Marshall. Et il faut pour le Cameroun... Qui sera financé par qui, ce plan Marshall? Mais je vous assure que nous, on a de l'argent. Le Cameroun a beaucoup de possibilités de financement. C'est justement parce que on est dans un système, disons-le, le système libéral, j'en parle toujours, le système libéral qui a pour conséquence de générer des distorsions, on est dans un système où les gens peuvent s'accaparer des fortunes immenses alors qu'il y a beaucoup de choses à faire pour la majorité des populations. C'est ça qui crée des frustrations. Qu'on ne peut pas avoir de l'eau, qu'on ne peut pas avoir des routes, qu'on ne peut pas avoir des écoles. Alors on se demande, mais pourquoi on est là? C'est la question fondamentale qui est posée. Donc, il faut qu'on puisse éduquer, excusez-moi le terme, les Camerounais. Il faut qu'ils sachent qu'on est qu'on est des frères. Et dans une famille, la maman ne fait pas qu'il y ait un enfant qui mange plus que d'autres. C'est pour ça qu'il faut... Alors, ceux de l'autre côté se sont réveillés et ils se sont fâchés. Mais il faut éviter que cela ne se passe ailleurs. C'est pour ça que le plan Marshall devrait être global et commencer par ces deux régions. Alors, professeur Ngadon touche à la problématique de votre ouvrage. Hein. Je vous cite que vous dites que l'État ne peut pas prétendre être l'unique source de régulation des rapports sociaux. De sa pyramide, il doit accepter de s'insérer dans un réseau fondateur d'un nouveau ordre auquel les Camerounais adhèrent parce qu'ils y trouvent intérêt. Tout à fait. Bien en résonance avec ce que tout à fait. C'est-à-dire que l'enjeu qui est le nôtre, c'est que nous avons un État hérité d'une logique coloniale. Ce qui nous engage aujourd'hui, c'est de nous réapproprier cet État hérité de la colonisation pour en faire notre patrimoine. Justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous pouvez reprendre ce que vous avez dit? Que l'État ne peut pas prétendre être l'unique source de régulation des rapports sociaux. Parce que cet État, hérité du modèle occidental, a rencontré
sur place des résistances a rencontré d'autres modes d'expression. L'État importé, pour citer Bertrand. Tout à fait. Donc, dans la reconfiguration du logiciel Cameroun, étatique du Cameroun et du droit camerounais, eh bien, il faut tenir compte du pluralisme en réalité pour justement mettre chacun à sa place et de façon équitable. Et finalement, que le dialogue des sources se fasse de façon équitable. Parce que voyez-vous, nous avons aujourd'hui au Cameroun, et c'est là l'un des aspects de cette crise anglophone, c'est-à-dire que nous avons depuis l'indépendance un droit hérité de la France qui est quasi dominant. Nous avons un droit de la common law qui avait tendance à être un peu subsidiaire, et nous avons les coutumes qui sont complètement négligées. Donc il faut reprendre tout ce patrimoine-là et recréer quelque chose qui permet à chacun d'exister dans le patrimoine national. Voilà l'enjeu de la construction nationale au Cameroun. Voilà ce que je veux dire. Oui, monsieur le ministre, alors comment, c'est vous qui allez conclure, hein, la volonté du chef de l'État, elle est là, la décentralisation, là on parle juste d'approfondissement de la décentralisation à travers cette mise en place attendue des conseils régionaux, mais après il va falloir des hommes pour les animer, pour impulser, étant habités par l'intérêt général, étant pénétrés du service public, du sens de l'État, c'est un ensemble de choses. C'est ça. Oui, là je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit concernant les hommes. Je voudrais dire, s'agissant du statut spécial du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qu'il y a trois niveaux de réflexe, de raisonnement. Le premier, c'est d'abord au niveau du corps des compétences. Les compétences attribuées aux régions par le Code sont les mêmes. Sauf que les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en ont 4 de plus. Ils donnent leur avis sur la common law, sur l'éducation, sur la chefferie traditionnelle et peuvent créer des missions de développement. Et puis le Code dit que la spécificité s'analyse aussi du point de vue de l'organisation et du point de vue du fonctionnement. Du point de vue de l'organisation, c'est très clair. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, comment c'est organisé différemment des autres, de 8 autres régions. Maintenant, c'est la substance des compétences. Comment est-ce que les compétences seront exercées? C'est là que nous abordons le troisième aspect qui est le fonctionnement. Et cet aspect doit être pris en compte lorsque le gouvernement va préparer les textes fixant les modalités d'exercice des compétences transférées aux régions. C'est très important. Et c'est à ce niveau-là que il faudrait voir comment est-ce que les régions vont fonctionner, et après il y aura les cahiers des charges qui iront encore plus loin dans les détails pour dire comment et les règlements intérieurs, puisque c'est prévu dans le texte, les règlements intérieurs pour le fonctionnement de l'Assemblée régionale et des conseils régionaux. Mais ce que vous avez dit par rapport aux hommes, j'ai commencé par dire que c'est très important. Le Cameroun a eu la chance, depuis les premières années d'accession à la souveraineté nationale, d'avoir des hommes compétents. La question, ce n'est pas la compétence. La question, c'est qui est-ce que nous choisissons pour quelle fonction, dans quel système. Parce que parfois, vous avez des gens très compétents qui sont plongés dans un système qui les inhibe et les empêche de manifester toute la plénitude de leurs compétences. Donc, il faudrait que, en choisissant les hommes, nous pensions à améliorer le système dans son fonctionnement, dans sa régulation et dans la manière dont nous abordons même la chose publique. Qu'est-ce que la chose publique pour nous? C'est très important. Nous aurons l'occasion de reparler des hommes, probablement lors de notre prochaine émission de C'est politique. Un entracte et les ouvrages recommandés. Je voudrais donc... Alors, monsieur, je voudrais vous recommander cet ouvrage que j'ai eu du plaisir à lire, je devrais dire à savourer.
l'ouvrage du professeur Alfred Ngando, Genèse de l'État et du droit au Cameroun, de 1472, excusez du peu, à 1961. Les racines d'une nation en construction, c'est un ouvrage donc publié chez l'Harmattan. Et le professeur nous plonge dans les racines juridiques et anthropologiques du Cameroun pour que l'État ne soit plus Léviathan, qui se considère donc comme l'unique source de régulation, mais qui donne également de l'espace aux autres acteurs pour refonder un nouvel ordre auquel les Camerounais vont adhérer tous parce qu'ils y trouvent un intérêt. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande vivement. Et il y a cet autre ouvrage d'un diplomate, Dr Amidou Komidor Ndjimolo, sur les fonctions politiques de l'école au Cameroun, de 1916 à 1976. On replonge dans l'histoire, décidément. Donc, la thèse de cet ouvrage, il questionne le sens donné à l'école au Cameroun, parce que pour lui, l'école ne s'est pas posée en termes du pourquoi, mais du comment de l'école. Et c'est dire que, selon le docteur Komidor Ndjimolo, l'école n'a jamais été l'objet d'une remise en cause par les États nouveaux et donc ne relevant pas d'une décision propre à ces États qui ont semblé donc se contenter du legs de la colonisation. Et on retrouve un peu la problématique centrale évoquée ce soir, qui doit donc nous inciter à nous réconcilier avec notre être, avec notre identité. Et notre histoire. Et pour construire ce que notre historien appelle l'identité collective et narrative du Cameroun. Messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venus à cette édition de C'est Politique. Maître Achou, qui est venu de Douala, je voudrais vous souhaiter un bon voyage retour demain. Ne prenez pas l'axe lourd de nuit. Président Nimgeng Moyo, merci pour ça, Fengando, merci d'être venu. Merci au ministre David Aboué Mathieu. Merci également à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles. À bientôt sur la CRTV.